L'article 6.4, c'est quelque chose qui risque de vous parler, enfin, qui, à mon avis, devrait vous parler beaucoup plus. Pourquoi je n'ai plus l'écran? Voilà. Beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ça évoque fondamentalement le MDP du protocole de Kyoto, même si, en fait, il est de nombreux égards très différent. Mais je dirais que la logique est la même. C'est un mécanisme international qui génère des réductions d'émissions qui sont certifiées au niveau international. Donc, on a un label. Ça, c'est très important. Le label des Nations Unies. Et pour avoir ce label, forcément, il y a une gouvernance qui est centralisée avec une supervision au niveau international, avec un organe qui doit être désigné pour ça. Et quand on regarde les objectifs, également, il rappelle étrangement le MDP, il faut réduire les émissions, il faut également contribuer à la réduction des niveaux d'émissions dans la partie haute, qui bénéficiera d'activités d'atténuation, donnant lieu à des réductions d'émissions qui peuvent être utilisées par une autre partie pour remplir sa CDN. Et donc, on voit là, je dirais, l'idée d'un transfert d'émissions, d'accord, d'un pays vers l'autre, comme c'était le cas du MDP. La différence assez notable, il y en a deux, mais bien sûr, il faut que le recours à l'article 6.4, donc si on s'engage dans ce mécanisme international, c'est pour relever le niveau d'ambition, c'est pour aller plus loin que ce qu'on avait prévu dans sa CDN. En tout cas, au-delà de la partie inconditionnelle. Et l'autre chose, c'est que, en fait, oui, donc, excusez-moi, je reprends le cycle d'activité de l'article 6.4 qui ressemble étrangement à celui du MDP. On a une définition d'activité, on va avoir une validation avec un test d'additionnalité, un enregistrement par l'organe de supervision, ensuite une surveillance, une vérification par des entités opérationnelles désignées, puis une certification de délivrance qui vont permettre le transfert de réduction. Et donc là, on voit bien que tout le cycle d'activité concerne bien sûr d'abord et surtout le pays A, vendeur, en tout cas la personne responsable de l'activité dans le pays A, vendeur, qui pourra ensuite transférer vers le pays B, acheteur, les réductions d'émissions, parce que là on parle de réduction d'émissions et non pas de résultats, pour l'utiliser aux fins de sa CDN. Alors, deux remarques importantes. Contrairement au MDP qui se concentrait sur des activités de projet ou des programmes d'activités, c'est-à-dire des activités qui étaient similaires, typiquement d'efficacité énergétique ou programme surtout d'énergie renouvelable, là, on a une définition beaucoup plus large de la notion d'activité. C'est-à-dire qu'on peut tout faire dans l'article 6.4. On peut même faire de la tarification carbone avec de la taxe. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais il faut passer par l'ensemble des exigences du cycle d'activité que je viens d'expliquer. Je ne vais pas trop m'étendre sur les différences entre le MDP et l'article 6.4. Je les ai notés ici pour vous, pour ceux qui ont de l'expérience avec le MDP, pour qu'ils comprennent bien. La différence centrale et qui vraiment qui conditionne beaucoup de la discussion aujourd'hui au niveau international, c'est qu'en fait, a priori, je dis bien a priori, l'activité article 6.4 doit être faite dans le champ d'application, enfin dans un secteur d'activité couvert par la CDN. Okay, a priori. Pourquoi? Parce que l'idée, encore une fois, c'est d'aller au soutien de la CDN, du pays qui va générer les réductions d'émissions grâce à des financements extérieurs, mais également à travers la transaction de pouvoir permettre au pays acheteur de compenser son manque de réduction d'émissions pour atteindre sa cible de sa CDN. Donc, on n'est pas dans une logique de compensation d'offsetting où on a des réductions d'émissions venant d'une zone non plafonnée vers une zone plafonnée. Les deux zones, a priori sont plafonnées. Okay, et donc, a priori, on n'a pas de double comptage. Et l'autre différence majeure, c'est qu'avant, seuls les pays en développement pouvaient y participer. Maintenant, tous les pays peuvent y participer. Okay, donc, ça, c'est vraiment les différences fondamentales. Et sur la question hors CDN ou dans la CDN, en fait, la question ne se pose pas vraiment pour la Tunisie, puisqu'on a vu qu'on était dans la CDN, quoi qu'il arrive, avec un objectif d'intensité carbone qui couvre toute l'économie. Mais je pense quand même qu'il est important que vous compreniez le sujet, parce que c'est un élément essentiel de la négociation et sur laquelle elle bute essentiellement. C'est que
il y a des pays qui disent oui, mais nous, on n'a pas eu le temps de préparer nos CDN. De toute façon, on est des pays en développement, c'est la première fois qu'on s'engage à réduire nos émissions de manière, je dirais, obligatoire en droit international. C'est vrai d'ailleurs. Et donc, ça nous intéresserait de pouvoir faire de l'article 6.4, donc des activités qui bénéficieraient des financements de l'article 6.4 en dehors de la CDN. Mais donc, c'est clair que si on est en dehors de la CDN, on n'aura pas d'ajustement, puisqu'on ne fait l'ajustement correspondant que, en tout cas dans le cas de transparence, que entre la CDN du pays vendeur et la CDN du pays acheteur. Et donc, on a un risque de double comptage qui est extrêmement fort. On a un autre problème qui est celui de l'additionnalité, puisqu'on ne se réfère pas à une cible qui est prévue par la CDN, sur quoi on va se baser pour pouvoir démontrer l'additionnalité. Et donc, en termes d'additionnalité, ça va poser la question de savoir comment on va la démontrer, sachant que là, la grande différence avec l'article 6.2, c'est que l'additionnalité doit être démontrée dans le cadre international avec 6.4. Dans 6.2, comme je l'ai dit, l'additionnalité est déterminée au niveau domestique et principalement dans la relation avec le pays acheteur. D'accord? Donc, il faut vraiment bien comprendre ça. Ceci étant, si on autorise des activités à être éligibles à l'article 6.4 en dehors de la CDN, il faut quand même avoir des règles robustes pour avoir une additionnalité qui soit forte. Sinon, on a un risque d'air chaud, hein, c'est-à-dire des réductions qui ne sont pas réelles. Et donc, même si on n'a pas de définition de l'additionnalité, on a beaucoup de discussions sur cette question-là. Je ne m'étends pas trop là-dessus, si vous me permettez, parce que ça ne concerne pas de manière directe la Tunisie, dès lors qu'on sera a priori dans le champ d'application de la CDN. Il n'en reste pas moins que si jamais vous voulez faire l'article 6.4, donc je reprends Prosol Procelec, que vous voulez transformer en activité de l'article 6.4 et vendre les réductions d'émissions à, par exemple, l'Italie, comme je disais tout à l'heure, là, il va falloir actualiser quand même le scénario de base, le scénario de référence. Est-ce qu'on se base sur les émissions historiques ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'on a une approche un peu plus rigoureuse, un peu plus ambitieuse en recourant, par exemple, à des niveaux de performance, dont notamment les benchmarks. Vous le savez, c'est une pratique assez courante dans un certain nombre de systèmes, notamment le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, pour les installations qui ont une allocation gratuite, notamment. Et donc, ce sont des niveaux de performance sectoriels au niveau d'émissions dans un périmètre donné qui reflète les meilleures technologies disponibles. L'avantage, c'est qu'on a vraiment un niveau de performance qui va être extrêmement rigoureux, puisque en général, vous prenez, par exemple, 10%, vous prenez les installations, les 10% des installations les plus performantes sur le territoire et vous arrivez à établir une sorte de niveau de performance qui va s'appliquer par unité de production, enfin unité produite, en l'occurrence la tonne de ciment ou la tonne de briques et tuiles, si on regarde ces secteurs-là. Et donc, c'est particulièrement intéressant pour un pays comme la Tunisie, puisqu'il s'agit là encore une fois de coller à l'activité, puisque vous avez un objectif d'intensité carbone qui est un objectif relatif qui dépend fondamentalement du niveau de croissance économique. Je ne m'étends pas trop là-dessus. Sur un dernier point que je voulais mentionner, il y a l'article 6.4 se distingue aussi du MDP dans le sens où il ne s'agit pas simplement de permettre un déplacement de réduction d'émissions d'un pays A vers un pays B. Et notamment, je l'ai dit, le chapeau de l'article 6.1 prévoit que le recours à l'article 6 doit permettre plus d'ambition, c'est-à-dire d'aller plus loin simplement que une transaction qui permet à un pays A d'aider un pays B, enfin, contre un financement. Et donc, certains disent que ça doit être au bénéfice de l'atmosphère. Et donc, si on veut que ça soit vraiment ambitieux, il faudrait retirer les réductions d'émissions ou appliquer un facteur de discount, en quelque sorte, pour que, par rapport à ce qui est réellement fait, eh bien, on n'utilise pas tout ce qui est fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on renforce la contrainte sur le niveau d'émission, puisqu'on va en retirer certaines réductions d'émissions qui ne pourront pas être utilisées par quiconque.
Alors ça, c'est surtout les pays de petits États insulaires et les pays les moins avancés qui vont dans ce sens et qui demandent notamment le retrait, l'annulation ou un facteur de discount sur les réductions d'émissions. Alors pourquoi j'en parle? Parce que ça peut avoir un impact, notamment sur les transactions. Si vous vendez 100 tonnes de CO2 équivalent à l'Italie et qu'on vous en retire 20, a priori, pour vous, ça n'aura pas d'impact si vous êtes pays vendeur, mais pour le pays acheteur, puisqu'a priori, la proposition est de la retirer dans les émissions du pays acheteur, ça aura un impact sur la capacité et la volonté du pays acheteur d'acheter, tout simplement, puisqu'il n'aura pas les 100% pour lesquels il a payé. Donc, il y a beaucoup de discussions. Et bien sûr, les pays de l'ombrelle et d'autres pays disent que mais non, ce n'est pas du tout nécessaire de faire ça, qu'il suffit d'avoir des règles d'additionnalité, de comptabilisation qui soient suffisamment robustes. On aura une intégrité environnementale et grâce à ça, et grâce à un système de crediting conservateur, ce qui renvoie à l'additionnalité, eh bien, on va pouvoir assurer qu'il y aura donc une atténuation globale, enfin des émissions globales, une contribution à l'atténuation des émissions globales. Alors, un dernier point sur l'article 6.4. Vous l'avez compris, depuis le début, on se positionne avec un pays A, un pays B. Au début, quand on s'est penché sur l'article 6, tout le monde s'est dit, bon, bah, l'article 6.4, c'est un peu comme le MDP, ça s'applique à tout le monde. On l'a vu, il y a des règles complémentaires et surtout, il y a un ajustement correspondant. Hein. Donc, si la Tunisie a recours à l'article 6.4, eh ben, il faudra qu'elle transfère ces réductions d'émissions de l'article 6.4 à travers l'article 6.2. Donc, ça veut dire que les réductions d'émissions 6.4 deviennent des ITMOS, des résultats à travers 6.2. Donc, on aurait une forme de marché primaire et 6.4 et marché secondaire 6.2 pour les transferts. Sauf qu'il y a certains pays qui estiment qu'en fait, non. On peut très bien, on devrait pouvoir faire donc des activités 6.4 en dehors de la CDN. Ça inciterait les pays à élargir progressivement leur champ d'application de la CDN, ce qui est plus ou moins vrai. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous faites une activité hors CDN, elle va, pendant toute une période de comptabilisation, générer des réductions d'émissions. Et donc, elle ne va pas être incluse dans la CDN. Pourquoi? Parce qu'elle elle sera déjà couverte par l'instrument en tant que tel. Donc, les autres en face disent, mais non, c'est une incitation à ne pas élargir la CDN de ce point de vue-là. Et donc, le Brésil, lui, non seulement il veut pouvoir faire des activités en dehors de la CDN, mais il veut aussi pouvoir dire qu'il n'y a pas d'ajustement correspondant, en tout cas dans les émissions de la CDN du pays hôte, donc de le pays de producteur en quelque sorte. Et il estime que en fait, les activités article 6.4 vont au-delà de la CDN. Donc, il y a une sorte de surperformance de la CDN. Et donc, puisque c'est additionnel à la CDN, eh ben, il n'y a pas de problème de double comptage, puisque les émissions de la CDN, elles, sont conservées. C'est vrai si on se place d'un point de vue strictement comptable administratif, mais néanmoins, du point de vue de ce que l'on revendique dans le cadre de l'accord de Paris, pour le pays acheteur, il aura moins d'émissions que ses émissions réelles, puisque lui pourra utiliser les réductions de l'article 6.4 dans son rapport de transparence. Et donc, on aura un ajustement correspondant d'un côté, mais pas de l'autre. Et donc, on a effectivement un risque de double comptage qui est très élevé. Le Brésil a bloqué un accord à la COP24, a maintenu sa position à la COP25 à Madrid, et c'est sur ce point-là en particulier, le refus de comptabiliser les réductions d'émissions dans les émissions du pays hôte, que la négociation a bloqué. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Un dernier point sur la transition projet Kyoto-Paris pour l'article 6.4. C'est vrai qu'on a des projets MDP qui existent encore aujourd'hui, qui vont continuer qui ont généré des réductions d'émissions avant 2020 et qui vont continuer à en générer après 2020. Donc la question se pose, est-ce qu'il faut autoriser leur transition, en tout cas de l'activité, et même éventuellement, pourquoi pas des unités. Le problème, c'est que ça rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Si on accepte d'utiliser les crédits MDP pré-2020, après 2020 dans l'accord de Paris,
on sait qu'on a une offre potentielle qui est extrêmement importante, qui viendrait de projets dormants, qui se sont grosso modo arrêtés en 2013-2014. Pourquoi? Parce que l'Union européenne a arrêté d'acheter, notamment dans le système européen d'échange de quotas, la plupart des crédits MDP. Aussi parce qu'on rentrait dans la négociation de l'accord de Paris et que les gens ne connaissaient pas le futur cadre international. Et donc, ces projets sont dormants. Mais ils pourraient très bien les réactiver. Ils ont été enregistrés. Il suffirait de faire une vérification et de pouvoir démontrer qu'ils ont réduit des émissions jusqu'en 2020. Et donc, ça constitue une offre potentielle de 4,5 gigatonnes, ce qui est gigantesque, en fait. Et compte tenu de cette offre très importante, on estime que le prix ne dépasserait pas 1 dollar la tonne. Et vous imaginez bien que pour un certain nombre de pays qui n'ont pas tellement envie de faire d'efforts, mais qui sont quand même pris des engagements de réduction, ça serait bien facile d'aller acheter des vieilles réductions qui ont déjà été faites il y a longtemps, à très bas prix, pour démontrer qu'ils ont atteint leur cible dans leur CDN. Et ça, bien sûr, quelque part, bloquerait le financement par ailleurs ou ralentirait le financement d'activités qu'ils avaient prévu de faire dans le cadre de la CDN, simplement parce qu'ils visent la conformité à l'accord de Paris. Et donc, on a un vrai enjeu lié à la transition des unités pré-2020. Pour les unités post-2020, on a aussi un risque d'air chaud, mais également de double comptage, si notamment les unités en question viennent d'un secteur qui est couvert par la CDN. Donc, il faudrait à ce moment-là pouvoir traduire le projet MDP en article 6.4 pour pouvoir ensuite comptabiliser les émissions qui ne seraient plus des URSS, mais des réductions d'émissions article 6.4 au niveau des émissions de la CDN. Et pourquoi, dans certains cas de l'article 6.4, la question du double comptage ne se pose pas et par conséquent celle de l'ajustement des émissions pour les deux pays acheteurs et vendeurs? Alors, on a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est un pays A, la Tunisie, un pays B, l'Italie. La Tunisie décide de faire de son Procelec une activité 6.4. Donc, elle passe par l'enregistrement, etc., puis elle certifie les réductions d'émissions. Là, dans ce cas-là, puisque les émissions sont comptabilisées au titre de la CDN, il y aura un ajustement correspondant. Donc, ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais le montrer avec mon graphique, on aura une addition des émissions dans l'inventaire des émissions de la CDN de la Tunisie et une soustraction dans le pays acheteur, donc l'Italie. Dans l'hypothèse où on ne prend pas la Tunisie, mais on prend la Sierra Leone. La Sierra Leone fait un programme de récupération du méthane des charges de déchets, des charges contrôlées de déchets, qui n'est pas couverte par sa CDN. Donc, va pouvoir avoir des résultats qui prendront la forme de réduction d'émissions dans le cadre de l'article 6.4. Sauf que si on n'opère pas un ajustement correspondant dans ces émissions de la CDN, elle va quelque part garder les réductions d'émissions, enfin dans son livre comptable de carbone, vont apparaître les réductions d'émissions, mais elles vont également apparaître dans le livre comptable de l'Italie qui aura acheté les réductions d'émissions, puisque l'Italie, elle, va les utiliser au titre de sa CDN. Donc, on aura 2 fois des tonnes de CO2 utilisées par 2 pays différents pour le même projet, pour les mêmes réductions. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse bataille entre le Brésil et un peu le reste du monde. Le Brésil, lui, son opinion, c'est de dire, en fait, puisque c'est en dehors de la CDN, on surperforme, c'est-à-dire qu'on permet des réductions qui vont au-delà de ce que le pays a dit qu'il allait faire. Donc, ça n'atteint pas les émissions de la CDN. D'accord? Et il y a d'autres pays qui disent, mais non, on ne peut pas réfléchir comme ça, puisque, indépendamment de la couverture de la CDN, on s'intéresse au niveau des émissions du pays, d'accord, par rapport à sa contribution aux efforts globaux.
même si on ne comptabilise que ce qu'il fait au titre de sa CDN, il faut qu'il y ait, d'une façon ou d'une autre, un ajustement correspondant. Et donc, là, il y a différentes propositions qui sont faites aujourd'hui et qui sont sur la table. Une des propositions, c'est le Brésil, c'est de dire on ne fait pas d'ajustement correspondant dans les émissions du pays hôte. Il y en a une autre proposition qui dit on fait un ajustement correspondant, mais via un registre tampon dans lequel vont transférer les réductions d'émissions article 6.4, un peu comme le registre tenu par le Conseil exécutif du MDP. Et on dit très clairement dans ce registre, maintenu au niveau international, en fait, OK, l'Italie, ça a été transféré vers l'Italie qui l'utilise au titre de sa CDN, donc dans le cas de transparence, c'est utilisé au titre de sa CDN. Et pour le Brésil, ou pour la Sierra Leone, pour reprendre mon exemple, eh bien, on voit apparaître dans ce registre tampon qu'il y a eu un transfert et que l'origine de ce transfert vient de la Sierra Leone. Et donc, on peut, par un jeu d'addition et de soustraction entre les registres nationaux et ce registre tampon, avoir une vision exacte des réductions, de la totalité des réductions d'émissions réalisées, que ce soit par l'article 6.4, que ce soit les résultats de l'article 6.2, ou que ce soit au niveau domestique à travers les inventaires nationaux.